Bonjour et bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour le point de l'actualité. C'est le Bulle Info sur Eden Télévision. On commence par l'actualité au plan national. Le jeudi 17 novembre 2016 est né au Bénin le patronat des établissements privés d'enseignement supérieur. PEPES, ce creuset regroupe les présidents et promoteurs de 17 universités ou écoles d'enseignement supérieur. Son bureau est dirigé par le fondateur de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, Marcelin Zanou. Quelle est bien l'opportunité de création de ce creuset et quelles seront ses relations avec les autorités de tutelle? Les réponses à travers ce reportage de Fréjus Serroulan et de Denis Marouya. Patronat des établissements privés d'enseignement supérieur s'ajoute désormais aux différents patronats béninois existants. Sa naissance n'est pas anodine, puisqu'elle intervient au lendemain de plusieurs crises ayant secoué le secteur de l'enseignement supérieur privé. Dans un passé récent, il a été institué une co-signature des diplômes qui sont délivrés dans le secteur privé pour un montant qui nous a été imposé de 25 000 francs par signature. Et ceci sans que nous ayons été consultés, sans que nous ayons été informés. Et donc, nous devons être plus responsables. Un beau matin, on était là quand, à la veille de la rentrée, on sort une liste sur laquelle certains figurent et sur laquelle d'autres ne figurent pas, et dont on a dit que cela respectait un minimum de conditions. Et ce minimum de conditions, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça représente. Donc il y a parfois de ces décisions qui sont prises par l'administration et dont on ne sait pas comment ça a été fait. Et c'est pour ça que nous devons nous organiser en un groupe de discussion et de négociation, de dialogue franc et constructif avec l'autorité de tutelle. Les organisations patronales existantes à l'époque et jusque-là ont adopté une posture de résignation et même de servitude volontaire aux autorités, et ceci au détriment des jeunes étudiants, parce que c'est eux qui payent. Pour les fondateurs du PEPES, ce patronat vise la défense des intérêts des étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur et aussi l'amélioration des relations entre les autorités de tutelle et ces établissements. Et la relation entre ce patronat et l'administration à travers la DGES et le DPES, eh bien, c'est une relation de partenariat. Ça devrait être une relation de partenariat. Nous souhaitons que ce soit une relation de partenaire à partenaire. Le ministère est dans le rôle de l'État, qui est celui d'accompagner les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur. Ils doivent aider ces promoteurs à grandir, à se développer, à faire beaucoup plus de progrès dans leurs activités. Et c'est à cela que nous devons travailler. Preuve que de nombreux défis attendent le PEPES. On va rester dans le secteur de l'éducation. Le manque d'enseignants dans les salles de classe se fait ressentir dans presque tous les établissements scolaires au Bénin, mais d'une localité à une autre, la situation s'explique de diverses manières. Qu'est-ce qui fait la particularité de la commune de Grand Popo? Voici la réponse à travers ce reportage de Jonas Bouti. La pénurie d'enseignants dans les salles de classe est une préoccupation commune à toutes les écoles au Bénin. Mais dans la commune de Grand Popo, la situation est plus accentuée par le refus de certains enseignants d'exercer dans la localité à cause des difficultés d'accès aux écoles et des pénibles conditions de vie dans ces milieux.
si on affecte des enseignants dans cet établissement, ils disent qu'il y a la traversée qu'ils ne peuvent pas traverser pour venir dans cette école. Et de deux, le village est très reculé. Ils écrivent, ils vont voir le chef hiérarchique là, et puis c'est fini. On ne les voit plus. Effectivement, la commune de Grand Popo est une ville balnéaire. Donc nous avons assez de villages lacustres. Plusieurs écoles sont sur des sites inaccessibles. Quand je prends par exemple l'arrondissement d'Avlon, il y a assez d'écoles qui sont sur l'eau. Et quand on affecte les enseignants dans ces milieux, ils se réfugient derrière l'idée selon laquelle ces écoles sont inaccessibles pour ne pas prendre service. Soit ils vont pour juste prendre service et ils retournent, ils n'y vont plus. Les difficultés d'accès aux écoles de Grand Popo ne datent pas d'aujourd'hui, selon le chef du village de Réveil. Cependant, le motif est beaucoup plus brandi par les enseignants de nos jours pour priver les enfants de la localité du droit à l'instruction. Et quand des enseignants originaires de Grand Popo évoquent cet argument, cela désole davantage le deuxième adjoint au maire de la commune. Vous êtes affecté quelque part. On se dit que ce quelque part là est déshérité, je ne peux pas rester là. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous venons d'où? Je connais des enseignants qui viennent des zones très... on ne peut même pas en parler. Ils disent non. Et c'est nos propres frères. Il y a des enseignants qui ont pris par ici depuis 1958 jusqu'à ce jour. Maintenant, les enseignants d'aujourd'hui disent que nous sommes dans une situation difficile et qu'ils ne peuvent pas quand même rester avec nos élèves à l'école. Tout en partageant la pertinence des difficiles conditions de vie et de travail des enseignants, le chef de la circonscription scolaire de Grand Popo propose quelques pistes de solutions à la situation. La solution immédiate, c'est que quand on prend la zone de Djanglamé, de Sazoué, de Into et autres, jusqu'à Tokpa Mononto, il faut qu'il y ait de cette ruralité, qu'il y ait de pistes. Moi-même, je suis allé jusqu'à Tokpa Mononto, j'ai constaté qu'il n'y a pas de piste. Donc, si la commune peut nous aider à tracer les voies, à charger les voies, ce serait déjà une solution. Maintenant, qu'on arrive à construire des logements pour les enseignants qui sont dans ces milieux. Donc, on crée des conditions qui puissent permettre aux enseignants de travailler dans ces milieux-là. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas les fidéliser. Donc, il va falloir que les autorités communales nous assistent, nous appuient pour que ces zones inondées, ces zones inaccessibles puissent être viabilisées. Au vu de l'immensité des tâches à abattre pour sortir les écoles de Grand Popo de cette léthargie, le deuxième adjoint au maire de Grand Popo fustige l'indifférence des autorités au plan national. Ces derniers mois, nous avons assisté à une série d'inondations dans la commune de Grand Popo. Nous avons crié haut et fort pour demander secours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a répondu à notre appel. Les problèmes de l'école béninoise sont certes multiples et multiformes, mais puisque la commune de Grand Popo panache bon nombre de ces difficultés, elle mérite une attention particulière des autorités pour le bonheur des âmes innocentes qui vivent dans cette localité. On parle maintenant en politique, on va parler des déplacements du président Patrice Talon. Le président béninois Patrice Talon effectue une visite, une tournée depuis ce dimanche. Première étape, l'Arabie Saoudite. L'objectif est renforcer la coopération avec les États arabes. Voici le commentaire. Le chef de l'État, Patrice Talon, accompagné d'une forte délégation, est depuis ce 20 novembre en visite en Arabie Saoudite. À son arrivée dimanche soir à Jeddah, le chef de l'État béninois a été accueilli par son Altesse royale, le prince Ben Majid. Suivra sa visite aux Émirats arabes unis. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre de la politique gouvernementale qui vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et les pays du monde arabe. Le président Talon et sa délégation vont rencontrer les hommes d'affaires de ces pays pour échanger sur les opportunités d'investissement au Bénin. Ils vont également s'entretenir avec des officiels, notamment Sa Majesté le Roi Salman bin Abdulaziz.
Le chef du gouvernement béninois se rendra ensuite à Malabo en Guinée équatoriale pour prendre part au 4e sommet Afrique-Monde arabe du mardi 22 au jeudi 24 novembre 2016. L'actualité internationale à présent, et ça commence par la revue Inter, le tour de quelques plateformes internationales pour savoir les sujets abordés par nos confrères de la presse internationale. C'est une présentation de Loris Freddy Davon. Nous ouvrons ce matin la revue internationale par afrique.com, Afrique a écrit bien évidemment avec .com, et qui nous propose comme titre ce matin François Fillon, un apôtre de la colonisation. François Fillon, un apôtre de la colonisation. François Fillon qu'on ne présente plus, sorti premier du premier tour de la primaire de la droite et du centre. François Fillon, un apôtre de la colonisation. C'est le titre, le tout premier proposé par afrique.com. Et l'autre titre maintenant, c'est inhérent bien évidemment à la République centrafricaine. Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra serait en danger, nous signale ce matin afrique.com. Centrafrique, le président Touadéra en danger. C'est ce que nous propose comme titre afrique.com. Et nous quittons déjà cette plateforme pour aborder l'actualité sur tout autre site internet. C'est bien www.izf.net. www.izf.net. On se rend à Haïti. Deux partis revendiquent la victoire à la présidentielle à Haïti. Deux partis revendiquent la victoire à la présidentielle. Le parti PHK, le parti PHTK, voilà, j'y arrive, parti haïtien Tech Calais, et les partisans de FANMI Lavalès ont chacun proclamé lundi la victoire de leur candidat au premier tour de l'élection présidentielle en Haïti. Des déclarations prématurées qui ont été critiquées par la communauté internationale. On retient ici qu'il y a quelques incompréhensions suite à la présidentielle en Haïti. Nous poursuivons toujours sur la même plateforme. On revient sur le continent africain, plus au nord maintenant en Tunisie. Penser les plaies de la dictature, c'est le seul défi de ce pays qu'est la Tunisie. Penser les plaies de la dictature, le défi de la Tunisie, nous signale ce matin izf.net. Voyons quelques détails maintenant sur l'actualité. Durant 2 soirées de témoignages historiques, les Tunisiens ont plongé dans l'enfer vécu par nombre de leurs compatriotes sous la dictature. Entre accablement et empathie, le pays se demande à présent comment penser les plaies du passé. On retient ici le titre proposé par www.izf.net. Penser les plaies de la dictature, le défi de la Tunisie. On y reste encore, on revient plus à l'ouest du continent africain. Mali, désaffection au municipal plombé par les violences. Désaffection au municipal plombé par les violences. Les avertissements et mises en garde se sont vérifiés au Mali. Les élections communales dimanche ont été perturbées par une série de violences et d'intimidations qui se sont soldées par la mort de 5 militaires et un civil et une participation en berne. Retenons ici le titre. Mali, désaffection au municipal plombé par les violences. Dernier titre maintenant, avant de quitter cette plateforme www.izf.net, un collectif d'amis de Lamine Diack verse sa caution à la justice française. Un collectif d'amis de Lamine Diack verse sa caution à la justice française. C'est la toute dernière actualité proposée par cette plateforme. Des amis de longue date de Lamine Diack, ex-patron sénégalais de l'athlétisme mondial inculpé pour corruption, ont conjointement versé la caution de 500 000 € qui lui ont été réclamés par la justice française selon un communiqué de sa famille reçu lundi par l'agence France Presse. On aborde maintenant l'actualité sur tout autre site internet. C'est bien africatv.net qui nous accueille maintenant. africatv.net qui nous accueille et nous ouvrons maintenant le chapitre culture sur cette plateforme. Salif Keita illumine le Festival international d'Ami Jazz de Constantine. Salif Keita illumine le Festival international Dima Jazz de Constantine. C'est l'actualité au chapitre culturel. Au chapitre culture, j'allais dire, à nous proposé par africatv.net.
La star de la chanson malienne Salif Keita, qu'on ne plaisante plus, l'Albinos, a offert dimanche à Constantine, lors de la deuxième soirée du Festival international d'Imajaz, un déluge de sonorités africaines dans une parfaite harmonie entre musique moderne, mélodie mandingue. Fidèle à son stature, la voix du rossignol qui a rapidement conquis la salle du spectacle, eh bien, on retient le titre Salif Keita illumine le Festival international d'Imajaz. C'était à Constantine. Toujours sur cette même plateforme, mais cette fois-ci sur sa deuxième page proposée ce matin, Centrafrique, Jean-Serge Bokassa à la tête et le casse-tête, de la protection civile. Centrafrique, Jean-Serge Bokassa et le casse-tête de la protection civile. C'est l'autre titre proposé par africatv.net. La protection des civils dans un pays qui sort d'une crise militaro-politique se pose. Avec acuité en Centrafrique, les défaillances de cette protection se voient exacerbées avec le départ officiel de l'opération militaire française Sangaris, qui laisse un vide sécuritaire que la MINUSCA, mission des Nations Unies, peine à combler. Je vous rappelle encore une fois le titre proposé pour cet article, Centrafrique, Jean-Serge Bokassa et le casse-tête de la protection civile. Avant de quitter maintenant cette deuxième page de africatv.net, on va parler sport. Sport. Guardiola, à propos de Yaya Touré, je suis si heureux pour lui, c'est vraiment quelqu'un de bien, disait Guardiola. Nous allons poursuivre toujours sur les autres plateformes maintenant. C'est le Monde Afrique qui nous accueille maintenant. Le Monde Afrique, toute autre actualité sur le continent, au Maroc plus précisément. Au Maroc, la disparition des écoles publiques accélère la marchandisation de l'éducation. Au Maroc, la disparition des écoles publiques accélère la marchandisation de l'éducation. C'est le titre proposé pour un compte rendu sur le Monde Afrique. Face à la crise de l'enseignement, les établissements privés fleurissent dans les grandes villes marocaines. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous. L'autre page maintenant de Monde Afrique nous propose 3 différents articles pêle-mêle. Dans un reportage, on pourra lire des cartables solaires pour faire des devoirs Kouroukro et devenir docteur à Abidjan. Des cartables solaires pour faire ses devoirs à Kouroukro et devenir docteur à Abidjan. On pourra lire aussi dans une enquête, cette fois-ci au Nigeria, l'État punit mais l'Église sauve. Au Nigeria, l'État punit mais l'Église sauve. On finit avec ce reportage au Cameroun, on finit avec cette plateforme, j'allais dire, puisque la revue va devoir se poursuivre. Au Cameroun, la difficile lutte contre l'ondotol, un alcool artisanal qui fait des ravages. Au Cameroun, la difficile lutte contre l'ondotol, un alcool artisanal qui fait des ravages au Cameroun. On va finir avec Le Figaro. On va finir maintenant avec Le Figaro qui nous plonge encore dans l'actualité de la primaire à droite et du centre. Le débat se crispe avant le second tour. Primaire, le débat se crispe avant le second tour. C'est l'actualité proposée par, c'est le titre, proposé par Le Figaro. Primaire, le débat se crispe avant le second tour de la primaire à droite. Tandis que François Fillon engrange les ralliements, le camp d'Alain Juppé critique durement son projet. On croit ici ce propos que partage avec nous Le Figaro. Les propositions de François Fillon ne sont pas réalistes, disait Alain Juppé lors d'une interview accordée à la rédaction de Le Figaro. Les propositions de François Fillon ne sont pas réalistes, disait Alain Juppé. Les deux candidats à la primaire s'affrontent donc par journal télévisé interposé. C'est tout pour la revue de presse internationale pour le compte de ce mardi 22 novembre 2016.
Et on va poursuivre avec l'actualité internationale, mais d'abord celle africaine, Libye. Ils ne contrôlent plus qu'un petit quartier, mais les djihadistes résistent toujours à Sirte 6 mois après le lancement de l'offensive de reconquête de la seule ville contrôlée par le groupe État islamique EI en Libye. Les combattants du groupe État islamique sont désormais acculés dans un petit quartier qu'ils défendent farouchement. Il s'agit du quartier Al-Diza Al-Baria. C'est ce que Gamal Abdel Jalil, combattant des forces fidèles au gouvernement d'union nationale libyen, a confié à la presse internationale, plus précisément à nos confrères de l'agence France Presse. On quitte l'Afrique pour le reste du monde, l'Asie. Un fort séisme s'est produit mardi matin dans le nord-est du Japon, au large de Fukushima, déclenchant un tsunami et près de la centrale nucléaire accidentée en mars 2011. Hormis un début d'incendie dans une raffinerie, aucun dégât n'a été rapporté dans l'immédiat et l'alerte au risque tsunami a finalement été levée. En visite officielle en Argentine, le premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé à son gouvernement de travailler avec les autorités des zones affectées par le fort séisme ce mardi matin au Japon. On descend maintenant en Irak avant de boucler ce bulle. Info, l'Irak en guerre contre les puits de pétrole incendiés par l'État islamique. Casque rouge à la tête et masque chirurgical au visage des pompiers émettent épuisés d'une épaisse colonne de fumée qui s'échappe d'un puits de pétrole dans le nord de l'Irak. Les djihadistes ont mis le feu aux champs pétroliers pour ralentir l'avancée des forces gouvernementales dans le cadre de leur offensive pour reprendre Mossoul. Le reportage. Ces moutons, dans les environs de Kayara, à 60 km au sud de Mossoul, ont perdu leur couleur naturelle. Les combattants du groupe État islamique ont brûlé des dizaines de champs de pétrole près de la ville. Ils sont depuis devenus noirs à cause d'un énorme nuage de fumée suspendu dans les airs. Pour Haïdar, son troupeau et son gagne-pain, mais les affaires ne marchent plus comme avant. Personne n'achète ces moutons au marché parce qu'ils sont tous devenus noirs. Les djihadistes du groupe EI avaient mis le feu à ces champs de pétrole en août pour ralentir l'avancée des forces gouvernementales sur Kayara dans la bataille pour Mossoul au nord. Certains des incendies n'ont pas été éteints et les puits crachent encore des colonnes massives de fumée noire toxique. Des ingénieurs pétroliers, pompiers et policiers travaillent sans relâche pour éteindre les flammes en pompant de l'eau dans ce puits en feu. Je suis venu ici, sur ce champ de pétrole, pour essayer autant que possible d'être responsable, pour aider mes frères de la compagnie pétrolière du Nord à éteindre les incendies dans ces puits et sauver les civils et les habitants de cette région qui souffrent de la brutalité du groupe État islamique. L'État islamique est comme un cancer. Ils ont complètement détruit l'infrastructure de l'Irak. Pour éteindre les feux, le processus est compliqué et dangereux. La police vérifie d'abord que l'EI n'a pas disséminé des mines à l'entrée des puits de pétrole. Cela peut prendre jusqu'à 1 mois et seuls 2 des 19 puits incendiés ont été éteints. Et l'impact sur la santé des habitants de villages voisins inquiète de plus en plus. La plupart d'entre eux sont restés malgré la fumée. Ça affecte mes poumons. Je prends des médicaments depuis 3 jours à cause de la fumée. Ça affecte aussi l'environnement et la planète. Ça a tout détruit. D'après le programme environnemental de l'ONU, les incendies de pétrole brut produisent une large gamme de polluants, dont la suie et les gaz qui peuvent causer l'irritation de la peau et l'essoufflement, mettant en danger les habitants de Kayara, dont la vie est à présent rythmée par la fumée qui semble s'être figée dans les cieux. C'est la fin de Bulle Info. Merci à tous et bonne suite des programmes sur Eden Télévision.